Micode n'a plus le temps d'écrire les scripts de ses vidéos lui-même, et c'est bien normal vu qu'il est occupé à gérer une très grosse entreprise, enfin grosse en termes de créativité, etc., pas forcément en termes de personnel. Bref, il est dans la situation de beaucoup de créateurs qui ont un peu trop grossi pour pouvoir continuer à faire le contenu eux-mêmes, et il se retrouve plus à incarner sa marque, incarner sa chaîne que écrire les scripts, même si dans le cas présent, il est quand même co-auteur sur la vidéo. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre co-auteur de la vidéo, à savoir What a Fail, de la chaîne What a Fail, parce que c'est la première fois que Micode collabore avec lui, et ça tombe bien parce que j'ai vu les vidéos de What a Fail sur Wikipédia, la série qu'il a fait sur les coulisses de Wikipédia, qui est très intéressante, et je trouvais que c'était super intéressant de le voir collaborer avec Micode, la plus grosse chaîne tech française. Normalement, j'ai pas besoin de présenter Micode. Et donc, comme c'est leur première collaboration ensemble, je me suis dit que c'était une excellente opportunité pour faire une réaction analytique pour ceux qui ne connaissent pas le principe et qui n'auraient pas vu mes analyses de vidéos, de combos, de vidéos et de scripts d'Ego. Le principe, c'est comme un live Twitch de réaction, mais un, il n'y a pas de chat relou pour m'interrompre, et deux, je ne fais pas des grimaces, etc. en m'extasiant. Vous l'avez vu à la durée de la vidéo, je mets la vidéo que je commente en pause régulièrement pour expliquer comment le script est écrit, comment elle est structurée, puisque en fait mon métier, entre autres choses, c'est d'écrire des vidéos YouTube. Ça fait 4 ans, bientôt 5, qu'on me paye pour travailler sur des chaînes YouTube, et notamment pour écrire des scripts, ou dans certains cas pour relire des scripts, avec ou sans réécriture. Bref, ça fait partie de mon expertise, et j'ai très envie d'étudier une vidéo de Micode avec vous, puisque ça permet de sortir un petit peu de l'archétype du storyteller jeu vidéo, même s'il y aurait beaucoup à dire sur le fait que les storytellers jeux vidéo sont en train de se diversifier. Allez, let's go, mon PC est en train de faire un bruit de décollage de fusée, ça tombe bien, on va quand même commencer par commenter cette miniature qui a évolué. Alors je ne sais pas s'ils ont utilisé la feature A/B testing, puisque si vous n'êtes pas créateur de contenu aujourd'hui, sachez que vos youtubeurs préférés peuvent utiliser 3 miniatures différentes en même temps, et c'est YouTube qui va vous les montrer de façon un peu aléatoire, on va dire, pour faire très simple. Ça permet de voir quelle miniature génère le plus de clics. C'est un système très imparfait, mais voilà, on va rester concentré sur l'écriture. Toujours est-il que on voit clairement un champignon nucléaire sur la miniature. L'ancienne était un peu moins précise, mais elle évoquait aussi cette notion d'arme atomique. Et ce qui est intéressant, c'est que le titre a changé. Et le titre précédent, en tout cas le dernier que j'ai vu, c'était la première arme tech de l'histoire. Ce qui, combiné à la miniature, me faisait penser que c'était une vidéo sur l'histoire et sur la genèse de la bombe atomique, en tout cas la bombe atomique américaine, puisque d'une certaine manière, c'est une arme tech dans le sens où elle a demandé énormément de puissance de calcul. Sans l'ordinateur, sans l'invention de l'ordinateur, on n'aurait pas pu faire de bombe atomique. Pour le meilleur ou pour le pire, hein, voilà, le but c'est pas de lancer un débat là-dessus. Donc je pensais que ça allait être une vidéo historique sur les ordinateurs qui ont permis en fait aux États-Unis de créer la bombe. Maintenant, avec ce nouveau titre, le suspense est un petit peu flingué, et on sait que c'est un virus. Quand je dis le suspense, hein, c'est par rapport à moi, j'aime bien essayer de deviner quand je vais faire une réaction, essayer d'analyser le packaging. Là, peut-être que la première arme tech, les gens se disaient « Ah, ça va être une vidéo trop historique », et donc un titre qui vous rappelle que vous inquiétez pas, ça va parler de hacking, ça va parler de virus informatique, ça va parler aux gens qui sont développeurs, aux gens qui veulent devenir développeurs, ce qui est bien sûr la core audience de Micode, même si avec 1 400 000 abonnés, aujourd'hui son audience elle est pas que des gens qui sont pratiquants d'informatique, si je puis le dire comme ça. Mais voilà, le terme virus, en plus il y a le biais négativité, mais surtout c'est plus spécifique. Une arme tech, comme je vous l'ai dit, on peut considérer que la bombe atomique c'est la première arme tech, on peut aussi considérer que l'ordinateur tout court c'est la première arme tech, et que du coup la machine de Turing qui a permis de décoder le code Enigma de l'armée du Troisième Reich, bah en fait c'était aussi une arme tech. On pourrait même dire que la cryptographie des messages, et que le fameux code Enigma des nazis, c'est une arme tech, et ainsi de suite. Bon, du coup, virus permet de mieux cibler le viewer. Allez, let's go. Si vous avez encore un doute,
L'équilibre de la terreur est une doctrine élaborée durant la guerre froide, amenant les États-Unis et l'URSS à avoir suffisamment de bombes nucléaires dans leur arsenal pour assurer la destruction totale de leurs ennemis. Cette arme était devenue tellement puissante que le seul moyen de gagner était de tout faire pour que personne ne puisse jouer. Mais que se passerait-il si cette puissance de feu pouvait être contrecarrée, non pas par une autre bombe, mais par une arme invisible, silencieuse, qui n'explose pas, qui ne fait pas de bruit et qui ne laisse aucun indice, mais qui s'insinue lentement dans le cœur même des installations les plus sensibles d'un État, jusqu'à lui faire arrêter la production de la bombe nucléaire. Alors notez la musique, hein, très bien choisie, puisque c'est une musique qui vous parle à tous. On a tous, en fait c'est un trope musical du cinéma et du reportage. Le petit violon qui est pas dramatique, mais qui est sur un rythme soutenu et qui monte et qui monte et qui monte. Et qui vous fait dire les enjeux sont quand même élevés. Au niveau de l'écriture, c'est très bien, on commence directement par des images de bombes atomiques, le champignon, etc. Et surtout, vous voyez qu'on est à 51 secondes de vidéo et il y a déjà un twist. Puisque le twist, qui est en fait le sujet de la vidéo, c'est de dire, ok, vous connaissez l'équilibre de la terreur, si vous ne le connaissez pas, on vous le rappelle. Mais en fait, est-ce que le point faible de l'équilibre de la terreur, c'est pas qu'un jour quelqu'un aura plus de bombes, ou des bombes plus rapides, etc. Puisque, pour rappel, hein, le concept de base, c'est que vous avez beau entasser les ogives, en fait, elles sont tellement puissantes que même si vous arrêtiez 80% de ce qu'on vous envoie, votre pays serait quand même réduit à l'âge de pierre. Voilà, basiquement. Donc là, le twist, c'est de dire, ok, c'est pas une question d'empiler les armes, c'est une question que peut-être on peut hacker directement les ordinateurs qui gèrent les missiles de l'opposant. L'opposant étant en l'occurrence un pays d'un bloc ou de l'autre dans le cadre de la guerre froide. Cette arme a existé. Cette arme a changé la donne et a ouvert la voie à une nouvelle forme de guerre où les batailles ne se livrent plus seulement sur le terrain, mais aussi dans les méandres des infrastructures numériques mondiales. Voici l'histoire du projet qui a marqué le début d'une nouvelle ère, le projet Olympic Games. Alors à titre personnel, c'est peut-être parce que je vieillis, mais je trouve la musique un peu trop forte. Le documentaire que vous allez voir a nécessité plusieurs mois de travail et une équipe de 4 personnes. Si on peut se le permettre, c'est uniquement grâce au soutien de partenaires long terme. Ok, on va se permettre de zapper la sponsor qui est facile à trouver grâce normalement. Et pour les fêtes, si vous voulez faire un cadeau un peu original, grâce à la 2010, courbe, avec un employé d'une société, créer un compte, ainsi qu'une interview de Mathias que j'ai fait, leur directeur Europe, et on reprend. Notre histoire commence en Biélorussie, le 17 juin 2010, avec un employé d'une société d'antivirus, Sergueï Ulassen. Il a reçu une alerte d'un client iranien concernant un virus qui fait subitement s'éteindre leurs ordinateurs. Notez qu'on a changé de musique, ce qui est très bien pour structurer aussi la vidéo. Parce que comme ça, votre esprit, il a bien compris qu'on était sorti de la phase d'intro. C'est plus les mêmes violons. Là, c'est un son un petit peu électronique, un son un petit peu synthwave en quelque sorte. Sans le côté les gros beats, etc. Mais synthwave dans le sens, c'est de la texture. Ça pourrait être un Moog, par exemple, qui joue la ligne. Des virus, Sergueï, il en voit passer plein, à longueur de journée. Mais en se penchant sur celui-là, il va réaliser que ça n'est pas un programme malveillant comme les autres. Non. Ok, là, vous voyez, on a on commence à avoir déjà la technique South Park. C'est-à-dire, on vous présente un protagoniste qui a l'habitude de voir des virus, mais là, il se passe un truc inhabituel, c'est pas un virus comme d'habitude. Je vous parie qu'on va avoir cette structure tout au long de la vidéo. C'est quand même un des basiques de l'écriture aujourd'hui sur YouTube. Seulement, Sergueï a peine à comprendre ce que fait le virus, mais surtout, il semble extrêmement sophistiqué. Ni une ni deux, il alerte le monde de la cybersécurité en faisant un post sur le forum Wilder Security Forums. Et le post va intéresser de nombreux passionnés du domaine qui, avec quelques inspections, vont catégoriser ce virus comme très dangereux. Et ça va attirer l'attention de pas mal de monde, notamment une entreprise qui va s'y intéresser de près. Donc là, vous avez la partie donc de la méthode South Park. Pour rappel, South Park, c'est mais donc. Donc vous avez mais c'est un virus qui n'est pas comme ceux qu'il voit tous les jours. Donc, il fait un post sur le forum en question et ça attire l'attention de insérer nouveaux protagonistes.
voilà, on a une conséquence, et il y aura des rebondissements, et des conséquences, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas avoir que du mais, sinon vous faites du surplace. Si, par exemple, le protagoniste traite avec des virus, mais, enfin, il a l'habitude, mais, d'un seul coup, il tombe sur un virus spécial, donc il poste sur un forum, mais personne ne voit son message, donc il en reste là, bah là, on fait du surplace, en fait. Il faut que ça soit, mais il a jamais vu un virus comme ça, donc il alerte les gens, et ça a des conséquences. En fait, le donc doit avoir des conséquences. C'est donc il poste, et donc, comme il a posté, il y a des gens qui voient ce post et qui rentrent dans l'équation. Symantec. Ce nom me dit quelque chose. Symantec, c'est une entreprise américaine de cybersécurité qui vous dit probablement pas grand-chose, mais que vous connaissez très sûrement grâce à leur produit phare, Norton Antivirus. Et évidemment, pour vendre des antivirus comme Norton, il faut être au courant des dernières menaces qui existent et les comprendre pour pouvoir les contrer. Chez Symantec, des attaques, des virus, du code malveillant, ils en gèrent des millions par an. Donc, pour les meilleurs ingénieurs de la boîte, il ne leur suffit que de quelques minutes à regarder le code d'un malware pour comprendre ce qu'il fait et comment il procède. Sauf que là, ça n'est pas le cas. Le virus est un enfer à comprendre. Voilà, vous avez encore ce pattern, c'est Symantec, donc il s'avère que c'est des pros de l'antivirus. Mais là, c'est un enfer à disséquer. Donc, je reprends la structure pour bien récapituler, parce que je ne vais pas les souligner à chaque fois, parce que ça va arriver tout le temps, je pense, de le script. On est en Biélorussie, machin, il y a un protagoniste dont j'ai pas retenu le nom, qui repère un virus, alors qu'il a l'habitude, c'est son métier, etc. Mais ce virus est spécial, donc il fait un post sur le forum, post qui attire l'attention d'un tel. Un tel commence à s'intéresser au virus, donc un tel, c'est pour le coup Symantec. Mais, en fait, il s'avère que ces experts-là, ils sont pantois devant le virus parce que c'est un virus spécial. Toujours cette structure obstacle ou imprévu, le mais sert à ça. D'ailleurs, quand vous écrivez, vous pouvez le remplacer par plein de choses. Ça peut être pourtant, par contre, sauf que, très pratique le sauf que, notamment le célèbre sauf que pas du tout, que vous pouvez utiliser boum pour faire une petite pause dans le rythme. Voilà, on a cette alternance donc de obstacle / déviation et de conséquences. Parce qu'il faut quand même que l'histoire avance, sinon on fait du surplace, comme je le disais. Notez qu'on a encore changé de musique. Et qu'elle est toujours un peu trop forte. Et ce, pour deux raisons. Déjà, son code est extrêmement long. Bien plus long que des virus habituels. Si les malwares que peuvent voir les ingénieurs de chez Symantec font autour des 8000 lignes de code, ils estiment que celui-là en a 150 000. Il est gigantesque. Mais en plus, et c'est ça qui le rend très dur à comprendre, il a une manière de fonctionner très inattendue. Et pour comprendre ça, il faut déjà comprendre comment on fait pour analyser le fonctionnement d'un virus. Yes, un peu de background technique. Là, en fait, on vous a donné une bonne histoire, une bonne intrigue. Qu'est-ce que c'est que ce virus qui a 150 000 lignes de code versus les 8000 habituelles moyennes qu'on voit? On vous a normalement en fait appâté, un peu comme la miniature est là aussi pour vous appâter, pour que vous soyez prêt à écouter une partie qui est peut-être un peu plus technique et qui permet de faire de la vulgarisation en quelque sorte, plutôt que si on avait commencé par ça directement. Imaginez que la vidéo commence où vous avez du nuke, etc. et qu'on vous dise mais comment ça marche un virus, comment on analyse un virus, etc. Ou que ça soit même le sujet de la vidéo tout court. On va faire une vidéo comment analyser un virus. C'est peut-être un bon tuto, mais c'est moins vendeur qu'une bonne histoire de l'importance du storytelling. À l'origine, un virus, comme tous les logiciels disponibles sur un ordinateur, a été programmé par un humain. Il utilise pour ça un langage de programmation proche de l'anglais. Sauf que ce code, très facile à écrire et à lire pour n'importe quel développeur, n'est pas celui qui est envoyé à la victime. Il est d'abord transformé, compilé dans une langue intermédiaire. Et on appelle cette langue intermédiaire du code machine ou binaire, car il n'est pas fait pour être lu par un humain, mais par le processeur de l'ordi. C'est excellent parce que Micode est, je l'ai dit tout à l'heure, la plus grosse chaîne tech française. Mais en fait, je vous recommande d'ailleurs une très bonne interview qu'il a fait chez Jocariz, si ça vous intéresse. Je vous la mets comme ça, je vais l'afficher vite fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez Micode, vous tapez Jocariz, hop, et vous avez voilà, comment il a cassé YouTube et il va casser le business. Très très bonne interview. Et où il explique que notamment quand il s'est lancé, suite à son succès en fait, qui arrivait très vite et qu'il n'avait pas prévu, il s'est posé la question de comment je me positionne sur YouTube.
parce que il avait clairement des compétences en tech supérieures à la moyenne des gens de son âge, on va dire. Mais si vous êtes dans le pur coucou, moi je sais, je vais vous expliquer. Alors oui, vous faites de la vulgarisation scientifique, comme on l'a connu il y a une dizaine d'années sur YouTube, avec les trucs style y penser, etc. Mais en fait, c'est très, on dirait c'est du top-down. C'est-à-dire que bonjour, je suis celui qui sait et je vais vous expliquer. Et ça peut être bien fait, ça peut être très très bien fait. Mais ce qui est le mieux, c'est de se poser comme un candide. Et c'est de dire, ok, je sais un minimum de choses pour mener mon enquête, mais par contre, je n'ai pas la réponse à telle ou telle question. Donc je me pose une question et je vais aller explorer, etc. Je digresse un peu là-dessus parce que c'est important, on a tendance à l'oublier suite au succès de Micode, mais à la base, ce qui a fait son ADN, c'est cette notion de vulgarisation, qu'on va dire storytelling, où il n'est pas un professeur qui vous dit voilà c'est comme ça, mais il y aura des jolis slides, il est comme vous, il est relatable, comme on dit en anglais, savoir vous pouvez vous identifier plus ou moins à lui. Bon, évidemment, avec 1 million d'abonnés, c'est un peu compliqué de s'identifier à lui, mais il est jeune, voilà, il s'exprime bien, il est cool, il porte des suites à capuche, et il connaît plein de trucs, et surtout son équipe connaît plein de trucs sur la tech, et ils vont vous expliquer tout ça, mais ça va passer par cette histoire. Et ce qui est génial, c'est que là, la notion de code machine, vous voyez bien que la vidéo, en fait, elle ne s'adresse pas à des pros de l'informatique. C'est complètement grand public d'expliquer cette notion. Parce que si c'était une vidéo à destination des purs développeurs, il n'y aurait pas besoin de le rappeler, en fait. Voilà. Alors, en tout cas, développeur, c'est très large comme terme. Mais bon, si c'est une vidéo spécialement dédiée aux experts de la cybersécurité, on ne serait pas en train d'expliquer cette notion de code machine. Mais en fait, c'est important de le faire parce que déjà, la vocation, c'est de toucher un large public. La vidéo, on est à 1,8 million de vues, je disais. 1,6, pardon. Donc, à l'échelle de la population française, ça reste petit, mais à l'échelle de YouTube, du YouTube francophone, en fait, c'est déjà un très très gros score. Et du coup, clairement, les gens qui ont fait ces presque 2 millions de vues, c'est pas que des développeurs. Déjà parce qu'il y a des développeurs qui ne regardent pas Micode parce qu'ils s'en foutent, soit parce que c'est pas assez technique, soit parce que ils ont d'autres préférences sur leur temps libre. Et à l'inverse, une grande partie de l'audience de Micode s'intéresse à la tech, mais soit est encore un peu trop jeune pour être en train de faire un DUT ou même des études d'ingénieur, etc. Ou simplement, c'est des gens qui s'intéressent à la tech, mais qui, par exemple comme moi, sont partis sur une voie qui n'était pas du tout une filière purement scientifique, et qui n'ont pas les mains dans le cambouis de la programmation. En tout cas, rarement, ou sur des petites choses. Donc, si les virus sont écrits dans un code facile à comprendre, ce que reçoivent les analystes cyber, c'est toujours la version compilée, la liste d'instructions pour le processeur, absolument habitable pour 99% des humains. Les 1% restants, ce sont des reverse engineers. Et à l'époque, Symantec compte dans ses équipes quelques-uns des meilleurs au monde. Et c'est bien sûr à 3 d'entre eux qu'on va confier l'analyse de l'étrange fichier. La première chose qu'ils vont faire, c'est d'utiliser un désassembleur, un programme qui peut coûter plusieurs milliers d'euros et dont la mission est de lire le code binaire du virus pour retrouver le nom de chaque instruction. Ensuite, ils se remontent les manches. Ils naviguent entre les variables, les registres, les appels de fonctions et ils essayent de comprendre ce qui se passe. Leur première observation, c'est que 2 mots reviennent régulièrement dans le code, stub et xnet. Si ça ne sert à rien pour l'instant, ça donnera un nom auquel ils pourront se référer pour parler du virus. Stuxnet. Leur deuxième observation est stupéfiante. Stuxnet ne ressemble à rien de ce qu'ils ont jamais vu auparavant. La plupart des virus classiques se ressemblent. Ils se volent des modules entre eux, ils utilisent des bibliothèques de code partagées, mais là, non. Quand les ingénieurs de Symantec commencent leur analyse, ils découvrent un véritable mur de code d'excellente qualité et entièrement nouveau. Ils reconnaissent... Le montage est vraiment excellent. Et sur un sujet aussi technique, c'est super important, ce genre de petite animation. Auparavant. La plupart des virus classiques se ressemblent. Ils se volent des modules entre eux, ils utilisent des bibliothèques de code partagées, mais là, non. Quand les ingénieurs de Symantec commencent leur analyse, ils découvrent un véritable mur de code d'excellente qualité et entièrement nouveau. Ils reconnaissent... C'est d'ailleurs, je dis, c'est super important pour faire comprendre, c'est un vrai défi en fait, quand tu traites d'un sujet qui est aussi abstrait pour le commun des mortels, parce que si tu n'es pas développeur, il n'y a rien qui ressemble plus à une ligne de code qu'une autre ligne de code en fait, quoi. C'est juste du chinois pour le commun des mortels. Et en plus, du coup, ça veut dire que tu vas montrer que des lignes de code pendant toute la vidéo, à chaque fois que tu parleras technique. Partout des techniques typiquement malveillantes. Rootkit persistant, mise à jour du virus, injection de process, dans des quantités complètement astronomiques. Plus ils progressent dans l'analyse du binaire, plus les questions s'accumulent et plus ils réalisent
que la tâche sera bien plus difficile que prévu. Là où il leur faut quelques heures pour analyser la plupart des virus, ils n'ont après plusieurs jours qu'effleuré la surface du monstre. Ils vont cependant être à même de produire un IOC, un indicateur de compromission. Il s'agit d'une liste de traces que le malware laisse sur son passage quand il infecte un système. Un petit fichier qui permet aux sociétés d'antivirus de pouvoir instantanément détecter sa présence et suivre sa propagation dans le temps. Et justement... Alors on vous dit, on essaye encore de rendre les trucs tangibles quoi. C'est un petit fichier qui permet aux sociétés antivirus de comprendre ceci, cela. Parce que là encore, il ne faut pas que ça soit trop abstrait. Ces lignes de code, elles servent à quelque chose. Et en fait, le script essaye de vous ramener sur des trucs qui sont à peu près intelligibles. Ok, une société va s'en servir pour tracer quelque chose. Ok, c'est des choses... ça reste un peu flou si c'est pas votre domaine professionnel, mais... Ok, ça permet de rendre le truc un minimum concret, ou en tout cas un peu moins abstrait, et le tout bien sûr combiné à la mise en scène, la musique, la narration, etc. Ce moyen de détection va dévoiler l'envergure du problème que pose Stuxnet. L'envergure du problème, un petit silence. Quelques semaines après sa première apparition en Biélorussie, ils vont le retrouver dans des entreprises du monde entier. France, Australie, Singapour, Grande-Bretagne, États-Unis. Le virus se propage vite et on ne sait toujours pas à quoi il sert, ni ce dont il est capable. Notez encore le petit changement de musique. Là, on a des petits staccato de violon qui viennent te dire hey, c'est vachement stressant ce qui se passe. Face à l'urgence, il devient critique de comprendre ce virus, de lui faire cracher ses secrets. La tâche semble compliquée, mais pas impossible. Vu la portée internationale du virus, des hackers du monde entier sont sur le coup. Le jeu, c'est de trouver les lignes de code qui rendent ce virus dangereux. Le code qui permet de chiffrer vos documents, de vous demander une rançon ou de voler vos mots de passe. C'est la partie du virus qu'on appelle la charge utile, ou le payload. Il est souvent caché par les pirates, avec une multitude de techniques de chiffrement et d'obfuscation. Dans le payload, qui est un terme qu'on trouve aussi, par exemple, pour parler des missiles, des vrais missiles, notamment des missiles atomiques. Au cas de Stuxnet, il va se passer quelque chose d'inattendu. Les chercheurs de Symantec vont bien trouver un payload, là n'est pas le problème. Mais, comment dire, ils vont pas en trouver qu'un. Caché dans les entrailles de ce gigantesque binaire de 1,2 mégas, se cachent en fait 18 payloads différents. Waouh. Là c'est génial, parce qu'en fait, on a ce truc... Alors c'est une technique que vous trouvez aussi dans le marketing. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques rien quand on prononce le nom, mais en l'occurrence, c'est une technique un peu de vendeur de marché, sur les marchés, pas les salles de marché financiers. Quand vous allez acheter des trucs, des aliments sur le marché de votre ville, c'est la technique du « et ce n'est pas tout ». Donc, par exemple, vous m'achetez des huîtres, je vous le fais 13 à la douzaine, bien sûr, et ce n'est pas tout, tiens, je vous offre aussi 500 grammes de bigorneau, quoi. Voilà. Il n'y a pas juste une promo sur les huîtres, il y a en plus un petit cadeau bonus. Vous êtes content ? Et ce n'est pas tout. En plus des bigorneaux, je vous offre, je sais pas moi, un crabe, ça ferait quand même un gros cadeau, ça vaut cher, mais vous voyez ce que je veux dire. On va empiler les choses. Et en fait, là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que on a vu que le virus était déjà dans plein de pays, qu'il était en train de se répandre à grande vitesse. On a trouvé le payload, mais il n'y a pas un seul payload. Et là, normalement, quand vous regardez, vous dites « Ah ouais, il y en a un deuxième caché ». Ça serait déjà super méta, quoi, d'avoir un payload, et puis en fait, plus loin, il y a un payload dans le payload, ou je sais pas quoi. Admettons 3 payloads. Ça serait spectaculaire. Ça serait déjà un rebondissement dans la narration. Mais là, en fait, il y en a 18. Donc, c'est genre « Et ce n'est pas tout ». Il n'y a pas juste un payload avec une couche cachée, où il y aurait un deuxième ou un troisième payload. Non, il y en a 18. Là, vous avez envie de rester et de voir la suite de la vidéo. Enfin, moi, du coup, je suis curieux de savoir comment ça marche. Comment c'est possible qu'il y ait une telle charge utile. Ce qui, je le rajoute, ce qui vous montre aussi l'importance de bien choisir les histoires que vous racontez, les sujets que vous traitez en amont. Parce que, en fait, l'écriture de script, c'est quelque chose qui devient de plus en plus formulaïque sur YouTube. Je vous ai parlé de la technique mais donc, je vous ai dit que c'était un fondamental de l'écriture YouTube, même si à la base ça a été formulé par les créateurs de South Park. C'est une technique que vous allez trouver dans moi, les scripts que j'écris, je m'en sers tout le temps. Je ne peux pas vous citer un seul script que j'aurais fait où il n'y aurait pas cette technique. Vous allez trouver ça chez des chaînes, par exemple, qui parlent de musique. Je pense à Lovi, que vous connaissez peut-être, une chaîne de un peu plus de 100 000 abonnés, 128 000 à l'heure où j'enregistre, je crois. Vous allez trouver ça sur des chaînes de drama YouTube, vous allez trouver ça sur des chaînes de vidéo-essais un peu business. Normalement, si vous prenez une vidéo de Fineary, par exemple, qui analyse
comment Bernard Arnault est devenu le deuxième homme le plus riche du monde actuellement, parce que c'est Musk qui est devant, mais à une époque, il était même, avec sa famille, l'homme le plus riche du monde, vous allez trouver du médonc. Parce que à tel moment, Bernard Arnault, il veut racheter une entreprise, mais ça passe pas, parce que l'autorité des marchés lui interdit, ou parce qu'en fait, il y a une dissension en interne, et il y a un mouvement d'actionnaires qui essaie de revendre leur part à quelqu'un d'autre et qui cherche un autre acteur, etc. Vous allez tout le temps avoir cette formule, mais donc. Bon, c'est juste un exemple de tous les éléments qui sont formuliques, en fait, dans l'écriture de vidéos YouTube. Ce qui veut dire que ce traitement très formulique, vous allez le prendre, vous allez l'appliquer à n'importe quoi. Si je vous dis, raconte-moi l'histoire du rappeur Booba, je sais pas pourquoi je précise le rappeur Booba. Si je vous dis Booba, a priori, vous savez que c'est pas l'ourson. Si je vous dis, raconte-moi l'histoire de Booba, de Nekfeu, d'Eminem, ou si je vous dis, raconte-moi l'histoire d'Elon Musk, de Bernard Arnault, il y aura du médonc. Il y aura des rebondissements. Il y aura des « et ce n'est pas tout ». Et il y aura des techniques un peu plus pointues. Je ne sais pas si on va avoir là ce qu'on appelle le pattern interrupt notamment. Un truc que Combo adore faire par exemple. Vous pouvez le mettre aussi bien sur les sujets musicaux que sur les sujets business, portrait d'entrepreneur. Donc au bout d'un moment, ça veut dire que n'importe quelle personne qui n'est pas trop débutante ou pas trop incompétente dans son écriture, une personne qui va faire les recherches, qui va se former, une personne qui va regarder par exemple les vidéos justement de réaction analytique que j'ai fait sur ma chaîne, qui va se dire « Ah, il parle de la technique Médon, c'est intéressant, ah, il parle du pattern interrupt ». Les débutants, en gros, peuvent très bien, rapidement, monter en compétence sur l'écriture. Et donc, il y a une autre compétence quand vous êtes créateur de contenu ou quand vous voulez le devenir, qui est de pas juste savoir bien raconter une histoire en termes d'écriture de script, et en termes d'interprétation, ce qui est encore un autre niveau d'habilité. Mais il y a une grosse compétence que beaucoup de gens négligent, c'est le fait de bien choisir le sujet en amont. Parce que j'aurais sans doute pu vous trouver plein de virus où il n'y a pas 18 payloads cachés sous le payload principal. Oui, c'est peut-être 17 plus 1, mais vous voyez l'idée. Et ça, trouver ce truc-là, c'est ça qui fait que ensuite, votre script, il arrive, c'est comme un joaillier qui taille des gemmes. Vous pouvez être très doué en joaillerie. Si je vous donne une pierre qui est pourrie, vous n'allez pas transformer ça en un super bijou. Donc c'est vraiment l'alliance de la compétence de storytelling, qui est la compétence en fait, de ciselage, avec le fait d'avoir bien cherché en amont un bon sujet. Parce qu'il y a des sujets, soit parce qu'ils ont été traités 20 000 fois sur la plateforme, soit parce que il n'y a pas de rebondissement, c'est pas intéressant. Vous pouvez vous prendre la tête des heures à essayer de mettre toutes les techniques de storytelling possibles, avec un montage avec une très bonne musique. S'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet. S'il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de rebondissement. Donc là, on voit aussi qu'ils ont très bien choisi le sujet en amont. C'est déjà particulièrement étonnant, mais il y a autre chose qui l'est encore plus. Les virus ne sont pas tout à fait des programmes comme les autres. Ils doivent souvent effectuer. C'est déjà étonnant. Vous voyez, déjà, ce n'est pas tout. Il n'y a pas un payload, il y en a 18, et c'est pas tout, il y a encore un truc plus étonnant. Des opérations complexes pour masquer leur présence et éviter d'être détectés et supprimés par les antivirus. Ça implique typiquement d'interagir avec les couches les plus basses du système d'exploitation, pour écrire dans la mémoire, modifier une fonction du noyau ou exploiter une vulnérabilité. C'est un peu comme jouer avec de la dynamite. Tout doit être millimétré, sinon... Ce qui fait que quasiment tous les virus ont des bugs. Le pirate n'a pas prévu telle version de Windows Excellent. ou telle configuration qui fait tout planter. Excellent. Ce qui est extrêmement troublant avec Stuxnet, c'est que malgré sa taille, 20 fois celle d'un malware normal, Alors, l'idée est excellente. Dire c'est comme manipuler de la dynamite, parce que ça rend les choses concrètes. Ce qui les rend encore plus concrets, c'est après de vous dire, parce que si vous ne faites pas, le virus bug. Et ça, c'est un truc ça nous parle. Même si vous n'avez jamais codé un virus, et même si, quand vous avez eu un PC infecté, il y a 20 ans, vous n'avez pas vu le virus bugger, ça parle parce qu'on a tous vu des programmes normaux bugger. Et donc, il y a quelque chose d'amusant aussi dans le fait de dire qu'un virus bug. Après, la phrase, vous pouvez l'écrire de plein de manières différentes. Là, ce qui est intéressant, c'est la structure. C'est pour ça que je me tourne beaucoup sur la structure, plus que sur la mise en bouche, en quelque sorte. Parce que après, je suppose que Whatofel a livré la première version du script, et que Michael soit lui a demandé une version 2, soit a trouvé que c'était nickel en termes de structure, mais il a modifié des tournures de phrases
pour que ça lui ressemble plus, que ce soit plus dans sa personnalité. Et quand vous écrivez pour un créateur, pour une chaîne autre que la vôtre, il y a deux possibilités. Soit c'est quelqu'un qui démarre et qui n'a pas de style, auquel cas vous laissez votre style à vous, en fait, et puis la personne, elle va se trouver au fur et à mesure des itérations. Soit vous essayez de rajouter des bouts de ce que vous avez identifié comme le style de la personne, les tournures de phrases, les expressions typiques. Mais en fait, tous les youtubeurs n'ont pas un truc qui est remarquable, en fait, dans leur manière de parler. Il y en a qui le font. Par exemple, Combo, il a un truc que j'adore, c'est que souvent, il commence une phrase par la fin de la phrase d'avant. C'est-à-dire qu'il va répéter. Il va vous dire, par exemple, c'est comme manipuler de la dynamite. Et la dynamite, si vous en mettez au mauvais endroit, ça peut détruire des montagnes, machin, etc. Ce que là, par exemple, Beacon n'a pas fait. C'est ce qui est normal. C'est vraiment un tic presque que Combo a. Voilà, c'est un exemple. Vous pouvez trouver aussi il y a des gens qui ont des expressions à eux, plus ou moins argotiques, plus ou moins uniques. Voilà. Le programme n'a pas de bug. Son créateur a conçu le malware parfait. Masterclass. Son créateur a conçu une arme chirurgicale. Il aura fallu un mois complet de travail acharné où Nicolas, Liam et Eric passeront des nuits blanches à se casser la tête sur les énigmes de Stuxnet. Ça, c'est intéressant, ils les appellent par leur prénom. Ça, c'est un choix très subjectif, puisqu'il nous a déjà montré leur visage avant, avec nom, prénom. Ça peut se justifier par le fait qu'il y a 3 personnes à énumérer et que du coup, ça fait beaucoup de noms. Voilà. Et aussi parce qu'ils ont été déjà présentés avant. Donc on peut se contenter du prénom. Mais je suis sûr que vous aviez oublié leur prénom. Moi le premier, je me disais, il a montré les photos tout à l'heure, mais j'ai pas du tout noté. Parce que oui, je prends des notes. Je prends des notes au cas où, pendant que j'enregistre. Pour essayer d'être le plus pertinent dans ma réaction. Mais voilà, j'ai pas noté leur nom, j'ai complètement oublié. Donc c'est bien qu'on vous les remette. Et c'est bien qu'on les appelle par le prénom, parce que ça crée une petite proximité. Ce sont les gens qui essaient de décortiquer le virus, donc on est censé avoir un peu d'empathie pour eux quand même. Pour que le brouillard commence enfin à se dissiper. Et plus le brouillard se dissipe, plus nos chercheurs réalisent que le petit fichier qu'ils ont entre les mains est à la fois une merveille d'ingénierie et le programme le plus dangereux qu'ils aient jamais observé. Déjà, Stuxnet n'est pas un virus, c'est un ver informatique. Là où le virus exploite une erreur humaine, un clic sur une pièce jointe, une fausse mise à jour, le ver exploite une erreur système, un bug laissé là par les développeurs de Windows ou macOS que les hackers peuvent exploiter. Parmi toutes ces failles, la pire c'est... C'est intéressant, là encore il est en train de faire un truc qui est vraiment de la vulgarisation, parce qu'il vous parle de notions super techniques. Combien de gens connaissent la différence entre un virus et un ver ? La Zero Day, une faille que le pirate est le seul à connaître, qui lui confère donc le pouvoir ultime de s'infiltrer partout. Zero Day, car les victimes bénéficient de 0 jours de protection. Ces failles sont très rares. Symantec n'en découvre dans des malwares qu'une dizaine par an. Et surtout, elles ont énormément de valeur. Sur les marchés noirs, elles se vendent chacune des centaines de milliers d'euros. Et dans Stuxnet, les chercheurs ne vont pas découvrir une faille Zero Day. Ils vont en découvrir 4. 4 failles critiques inconnues. C'est plus que tous les logiciels malveillants avant lui, et depuis ce jour, ça n'a jamais été observé à nouveau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est encore dans un crescendo. Alors, je vous ai dit, ça s'apparente à la technique des vendeurs sur les marchés, la technique du « et ce n'est pas tout ». On peut aussi la rapprocher d'une technique cinématographique qui est « the stakes are raised ». Littéralement, les enjeux, la mise est surélevée, quoi. Surenchérie, etc. Mais en gros, c'est des enjeux, quoi. Et en fait, c'est un truc, donc, en gros, dans un film, ça va être... par exemple, je prends Matrix, j'espère que vous avez bien le film en tête, mais même si vous l'avez vu qu'une fois il y a longtemps, vous savez que dans Matrix, il y a ce moment où Morpheus a été prisonnier par les agents de la Matrice, et Neo choisit d'aller le sauver. Ce qui est en fait un piège, évidemment, dans le sens où les agents espèrent qu'il va venir pour le sauver. Voilà. Non, c'est pas un piège d'ailleurs, je dis des conneries, c'est juste parce qu'en fait, ils essaient de lui faire craquer le cerveau pour récupérer les codes de Zion. Voilà. La cité des humains libres. Neo choisit d'aller le sauver. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il doit se battre contre les agents dans la matrice, donc premier enjeu, sauver Morpheus et survivre, mais le deuxième enjeu, c'est que dans le monde réel, pendant que les corps normaux sont connectés à la matrice avec le plug, et en fait, il y a les pieuvres qui viennent attaquer le vaisseau.
Donc c'est pas juste que Neo doit survivre aux agents et ramener Morpheus, c'est qu'il doit le faire avant que les pieuvres aient détruit le vaisseau et tué tout le monde, etc. Et vous trouvez ça dans plein de films, c'est-à-dire c'est le héros qui à un moment doit sauver sa compagne, et puis en fait c'est sauver sa compagne et puis le monde. Mais au départ on savait pas que c'était le monde, au départ c'était juste que le méchant avait kidnappé la compagne. Bon, c'est des exemples assez simples, très caricaturaux, mais en fait c'est un truc qui est très utile pour faire monter la pression. Et là en fait c'est un peu ce qui se passe, puisque, bon, même si on sait qu'a priori le virus n'a pas provoqué une guerre nucléaire du coup, sinon on serait pas en train de regarder cette vidéo, mais non seulement il avait 18 payloads, mais en plus il a 4 0 day. Et c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'on continue, on est à 10 minutes de vidéo sur 41, donc on est à 25% de la vidéo à peu près, et on a fait que build up vers tous les trucs qui sont censés nous rêver à notre siège et nous demander mais du coup comment est-ce qu'ils ont désamorcé ce virus, c'était quoi le remède, etc. Et surtout qui l'a fait, comment c'est possible que le virus soit aussi bien fait, etc. Je veux savoir la suite. Outre le temps et le talent nécessaires pour en trouver autant, c'est surtout l'équation économique qui est étrange. Les rares fois où on a découvert de telles failles dans un verre, elles étaient rentabilisées par des rançons ou des vols massifs de cartes de crédit. Là, les créateurs de Stuxnet ont probablement brûlé plus d'1 million de dollars et on n'a aucune idée de pourquoi. Et ça n'est pas tout. Pour pouvoir se dissimuler dans les couches les plus basses du système, le virus utilise 2 certificats Windows volés. Là, il vous l'a dit directement, et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout, il utilise aussi des certificats Windows volés. Et ça, c'est troublant. Un certificat, c'est comme un passeport. Les autorités de certification les décernent avec la plus grande prudence, notamment aux entreprises qui développent des drivers. Car qui possède un certificat légitime peut installer un faux driver dans votre PC sans éveiller les soupçons de votre antivirus. Un driver avec les plus hauts niveaux de privilèges. En bref, le rootkit persistant parfait. Donc ces entreprises cachent et protègent leurs certificats. Et visiblement, elles le font bien, car avant Stuxnet, aucun vol de ce type n'avait jamais été observé. Notez que là, en fait, on est quand même aussi du point de vue des 3 protagonistes, dont je n'ai retenu que le nom de Eric, qui sont en train de mener l'enquête et de démonter, en fait, le virus. Parce qu'il vous dit qu'ils ont mis plusieurs jours, etc., pour y arriver, mais ils vous donnent au fur et à mesure ce qu'ils ont trouvé, en structurant par thème, donc les payloads, les failles 0day, là, les certificats, etc., mais en fait, ça nous met dans le point de vue des gens qui seraient en train de disséquer le virus. Même si on n'a pas la compétence technique de le faire, on nous donne au compte-gouttes les révélations. On est dans ce truc, comme un Candide, vraiment, on est dans ce truc de découverte. Les certificats trouvés sur le virus semblent provenir de 2 entreprises taïwanaises, Realtek et J-Micron Technology. 2 entreprises qui conçoivent des circuits intégrés et qui, à première vue, ne semblent rien avoir en commun. À un détail près. Leurs locaux à Taïwan sont situés dans le même bâtiment. C'est ce détail en particulier qui va transformer l'affaire en crise diplomatique. Car un certificat, ça ne traîne pas sur une pauvre machine connectée à Internet. C'est souvent protégé par mot de passe et par biométrie, avec des empreintes de plusieurs personnes. Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, l'explication la plus sensée à ce double vol est une opération d'infiltration physique, ou le recrutement d'une source tout en haut de la hiérarchie. Donc, si on ne sait pas encore ce que fait Stuxnet, on sait autre chose. Il ne provient ni d'un simple pirate, ni même d'un groupe criminel ordinaire, mais d'une entité beaucoup plus puissante. Le teasing est incroyable, quoi. C'est-à-dire que ça continue. Après tout ce qu'on a dit sur les payloads et tout, en plus, il faut que ça soit qu'il y ait une infiltration physique ou de la corruption à très haut niveau. Enfin, voilà. L'expert de F-Secure dira à ce propos, il y a 2 pistes. Un groupe terroriste ou un État. Or, nous ne pensons pas qu'un groupe terroriste dispose de telles ressources. Alors, question, quel État pourrait infiltrer un truc à Taïwan ? Je ne veux pas de problème avec le gouvernement communiste de ce pays. Dire qu'on ne sait pas ce que fait Stuxnet n'est pas tout à fait exact. En examinant les payloads, les chercheurs ont fait un certain nombre de trouvailles qu'ils ont documentées dans un gros dossier aussi exhaustif que passionnant. Ce qu'on y apprend... Ça, c'est intéressant parce que ce qu'ils ont trouvé en examinant les payloads, il aurait pu vous le dire justement quand il explique qu'il y a 18 payloads, mais en fait ça aurait cassé le build-up et ça aurait fait une grosse un truc un peu technique. Là en fait il a choisi de ne pas le mentionner tout de suite pour builder le suspense. Et là, maintenant que vous avez la hype au maximum, parce qu'il y a eu l'histoire des payloads, il y a eu l'histoire des 0day, il y a eu l'histoire des certificats et de l'infiltration physique, là on peut commencer à vous donner plus de contexte, y compris du contexte qui a été découvert
d'un point de vue chronologique, hein, qui était déjà découvert quand on était en train de vous énumérer tout ça, en fait. C'est que Stuxnet est en fait un véhicule à 3 têtes, chacune servant un objectif précis. La première, la persistance, fait honneur à son nom. Une fois qu'il infecte un ordinateur, il s'y installe définitivement, résistant même au redémarrage. La deuxième, la propagation, lui permet de se répandre de 2 manières, soit en circulant à travers le réseau, soit en passant d'une clé USB à l'autre. Et la dernière tête, le contrôle à distance, relie toutes les machines infectées à des serveurs de commandement. Ce véhicule de transport très élaboré pourrait théoriquement accepter n'importe... Voilà, là c'est fait en motion design, mais même si vous n'avez pas les moyens de vous payer un monteur qui fait du motion design, faites un schéma sous Paint, faites un schéma sous Photoshop, faites un schéma en utilisant une appli de genre un PowerPoint, dessinez un truc, c'est infiniment pédagogique. Mettez au moins une bullet list à l'écran, genre persistance, contrôle, propagation, etc., pour que la personne puisse suivre. Surtout sur des scripts aussi compliqués, quoi. N'importe quelle cargaison. En pratique, le design de l'engin semble particulièrement adapté à un type d'attaque spécifique. Quand il est exécuté pour la première fois, Stuxnet se retrouve confronté à 2 problèmes. Sa capacité d'action est limitée, car il n'est pas administrateur. Notez qu'on vous a dit, hein, il est optimisé pour un type d'attaque spécifique. On vous a pas dit laquelle, parce que du coup, vous voulez savoir laquelle, et on va pas vous le dire tout de suite. De la machine, et il doit faire très attention à ne pas éveiller les soupçons de l'antivirus. Pour répondre à ça, il va réaliser ce qu'on appelle une élévation de privilège, une technique permettant au malware de s'extraire de sa cage virtuelle pour acquérir un statut privilégié. Une technique pour obtenir les pleins pouvoirs sur le système. Il a Parmi tapé ces sudo, 4 failles 0 days, 2 sont utilisées à cette étape pour réaliser cette élévation. Ça n'est pas forcément la partie la plus spectaculaire. De nombreux malwares en sont capables et Windows est connu pour avoir un historique catastrophique de failles de ce type-là. Ce qui l'est plus, c'est la manière dont En même temps, c'est Windows, quoi. les créateurs de Stuxnet utilisent ces vulnérabilités. À l'issue d'une élévation de privilèges, il est courant de cacher sa présence en réalisant une injection de process. On se dissimule dans un autre programme administrateur pour ne pas attirer l'attention, comme un passager clandestin. Stuxnet, en l'occurrence. Alors moi je suis un peu frustré, mais j'aimerais qu'on me dise comment ça marche, mais je serais pas capable de comprendre, je pense. Mais voilà, là encore, injection, on se dissimule comme un passager clandestin. Des métaphores, tout le monde sait ce que c'est un passager clandestin. Voilà, ça permet de comprendre. On ne sait pas comment ça marche, mais c'est pas grave. L'important c'est que vous compreniez le principe en fait. Ne choisit pas sa destination au hasard. Il va examiner la machine de sa victime à la recherche d'une solution de sécurité. En particulier, il va regarder si un antivirus est en cours d'exécution. Si Stuxnet en détecte un, il s'adapte et choisit dans un tableau sa cible idéale. Dans certains cas très rares, il peut conclure que l'injection est impossible et s'arrête. Dans d'autres, il décide de cibler l'antivirus lui-même. Ce qui est Mais le truc, genre c'est une IA quoi, une vraie IA, je veux dire, un truc vivant quoi, pas une IA générative à la con. frappant, c'est surtout la connaissance très fine que les équipes d'Olympic Games semblent avoir de chaque scénario. Une telle précision a dû nécessiter des batteries de tests interminables pour anticiper tout ce qui pouvait mal tourner. Une fois maître du terrain, Stuxnet peut s'installer définitivement au cœur du système, comme un driver. Avec ses certificats volés, il s'assure une position persistante et discrète, d'où il pourra mettre en place son système de propagation. Franchement, notez que le titre de la vidéo est excellent, parce que c'est effectivement le virus le plus flippant de l'histoire, je confirme. Mais du coup, souvenez-vous qu'au début de la vidéo, on nous a montré les explosions atomiques et on nous a parlé de l'équilibre de la terreur. À un moment, il va falloir qu'il réinjecte ça, parce que je suis pas sûr que tout le monde se rappelle du lien avec le nucléaire. Après, c'est pas grave, parce qu'il y a eu tellement d'empilement de suspense, tellement de surenchère, le truc a l'air tellement ouf, que limite on pourrait ne plus reparler du nucléaire avant le dernier tiers de la vidéo, ça serait pas grave. Mais moi j'ai envie de savoir par contre, parce que du coup, je suppose que ce virus a été conçu pour neutraliser je sais pas, les ordinateurs de la Russie ou des États-Unis, etc. Stuxnet est contagieux, extrêmement contagieux même. Il utilise pas moins de 7 méthodes différentes pour se propager, dont 2 sont des failles 0 days. Celles-ci permettent d'attaquer des machines qui sont accessibles par le réseau, via leur service d'imprimante, des dossiers partagés ou des bases de données. Pour faire simple, si Stuxnet est introduit dans un réseau LAN, à peu près toutes les machines du réseau seront compromises, automatiquement. Et ça n'est pas tout. Il emploie aussi une autre faille que personne ne connaissait et qui est particulièrement étrange. Elle permet au malware de s'exécuter automatiquement au branchement d'une clé USB infectée.
C'est insupportable. Le virus est insupportable, je veux dire. Et c'est pas tout, il peut aussi se déplacer comme ça, etc. Donc ça continue, on vous révèle des trucs. Ils ont vraiment bien choisi leur sujet parce qu'il y a tellement de caractéristiques ouf que il suffit de dropper les caractéristiques et ainsi de suite, quoi. L'origine de cette faille, c'est un bug dans un type de fichier apparemment inoffensif et dont l'extension ne vous dit peut-être rien. LNK. Ce sont des raccourcis Windows qu'on trouve souvent sur le bureau de son ordinateur. En fait, à l'époque, la gestion des icônes de ces raccourcis était buggée et les pirates ont réussi à concevoir un fichier LNK mal formé qui exploite cette anomalie. Placé sur une clé USB, à côté d'un fichier malveillant, il permet de prendre le contrôle de la machine. Au moment où la clé est branchée, un processus de Windows va vouloir charger les icônes. Sauf que, à la place, il exécute Stuxnet. L'action est totalement invisible et dure une fraction de seconde. Une fois le module de persistance installé, il se met lui aussi à attendre qu'une nouvelle clé soit branchée pour y placer une copie du verre. Et ainsi de suite. C'est brillant, mais un problème subsiste. Les fichiers sur la clé USB, on peut les voir. Et avec leur nom bizarre, on peut s'imaginer qu'ils trahiraient rapidement l'attaque. Or, ces fichiers doivent être présents. Il n'y a pas d'alternative. Alors, les créateurs de Stuxnet ont imaginé un tour de prestidigitation. À défaut de faire disparaître les fichiers, ils vont les faire disparaître de l'interface. Pour ça, ils vont altérer des fonctions au cœur même de Windows. Des fonctions dans les rouages du système qui permettent de chercher et de lister des fichiers. La toute première chose que fait Stuxnet, c'est de les remplacer par des clones légèrement modifiés. Ces fonctions clonées ont en supplément une liste de documents compromettants à omettre. De sorte que lors d'un double clic sur la clé USB, l'explorateur de fichiers ne se rend même pas compte que le noyau lui-même est en train de lui mentir et affiche un dossier vide. Pour les chercheurs, cette propagation par voie physique a quelque chose d'intrigant. C'est intéressant, là encore, il dit une liste de fichiers compromettants à omettre. En fait, ces techniques sont des techniques. C'est-à-dire qu'on vous dit, ok, ça fabrique un clone, mais évidemment, on va pas vous montrer les lignes de code qui disent, c'est la ligne de code, ou les lignes de code qui provoquent le clonage, etc. Ça, on est sur ce compromis qui est pas facile, j'imagine, à trouver à l'écriture, entre la technicité, enfin la rigueur intellectuelle, parce que c'est très rigoureux, et le côté rendre ça digeste et simple, parce que c'est quand même, c'est ultra pointu en fait. Pas justement le rendu final, mais ce qu'il y a en coulisses de ce virus. Le virus est tellement ouf que c'est par définition ultra pointu, tout ce qui est décrit sur son fonctionnement. La propagation par USB a connu son âge d'or au début des années 2000, les temps ont changé. À l'époque, Windows proposait une fonction auto-run qui permettait de lancer un programme automatiquement sur un support USB. Mais depuis 2009, en voyant les dégâts, Microsoft l'a désactivé et les vers informatiques se propagent principalement par Internet. En fait, le fait que Stuxnet adopte une telle stratégie ne peut signifier qu'une chose. Il cherche une cible particulière. Un type d'ordinateur qui n'est pas connecté à Internet. C'est souvent le cas de machines particulièrement sensibles, dans l'industrie ou la défense. On les place dans des réseaux hermétiques, isolés d'Internet, pour rendre toute attaque à distance impossible. On est quasiment au milieu de la vidéo, militaire, machin, on est en train de boucler avec l'ouverture, certains diraient l'accroche de la vidéo. Le défi avec ce type d'attaque, c'est l'isolement total du malware. Une fois largué derrière les lignes ennemies, plus aucun contrôle possible, plus aucune mise à jour. La moindre évolution de Windows ou d'un antivirus peut réduire l'opération à néant. Mais ici encore, mais il était censé être contrôlé à distance. Le projet Olympic Games cache une surprise. Déjà, comme beaucoup de malware, Stuxnet a la capacité de communiquer avec des serveurs de contrôle sur Internet, mypremierfootball.com et todaysfootball.com. Ces derniers sont situés en Malaisie et au Danemark, et ils recevaient des informations sur chaque nouvelle victime contaminée. En retour, ils pouvaient déclencher différentes actions, faire des mises à jour, exécuter du code à distance, etc. Ça encore, c'est assez classique. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est le système de communication de pair à pair entre les victimes. Chaque ordi contrôlé par Stuxnet peut en fait lui-même se comporter comme un serveur de contrôle. S'il découvre d'autres machines infectées situées dans le même réseau, Je me permets de mettre en pause, je vais jeter un coup d'œil à Wikipédia pour voir à quel point ils ont dû faire des ressources supplémentaires, des recherches supplémentaires. Ouais, ok, parce que il y a quand même beaucoup d'infos dans leur vidéo, quoi. Enfin, vraiment
C'est pour voir à quel point ils ont dû faire des recherches supplémentaires, et ils ont visiblement dû faire beaucoup de recherches. Parce que bon là, ouais, vous voyez, vous avez des paragraphes comme ça. Ok, donc en fait ce que je trouve le plus impressionnant dans la vidéo, c'est pas tant l'écriture que le travail de recherche qui a été fait en amont, quoi. Et le montage aussi, pour rendre le truc fluide et digeste malgré la technicité, en tout cas la densité d'informations. C'est vraiment du beau boulot, quoi. Il va rentrer en communication avec elle. L'intérêt, c'est en particulier de pouvoir faire des mises à jour sans Internet. Les deux machines vont comparer leur numéro de version et se mettre à jour automatiquement. Grâce à ce système, même dans un réseau hors ligne, il suffit d'un seul appareil connecté à Internet pour actualiser l'ensemble du parc. Les chercheurs de Symantec découvrent un virus d'une rare sophistication, contagieux et capable de s'adapter pour survivre. Ils doivent agir vite. En prenant le contrôle des noms de domaine, ils parviennent à rediriger le trafic qui s'y rend. Ça leur permet de les rendre inoffensifs. Donc ils ont dû hacker les sites, en fait. De prévenir les victimes en temps réel et enfin de monitorer précisément l'ampleur des dégâts. Chaque petite requête qu'ils reçoivent sur ces URL est une machine dormante dans une maison ou un bureau qui n'a sûrement aucune idée de la menace qu'elle abrite. Non mais attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens compétents qui travaillent chez Norton, c'est extraordinaire. Et de telles machines, après 3 mois d'analyse, Symantec va en détecter 100 000. Mais à quoi pouvait bien servir Stuxnet? En juillet 2010, après 3 mois d'investigation, Symantec n'en sait toujours rien. Un ver ultra moderne, commandité en haut lieu, a contaminé 100 000 machines avec 14 payloads, mais on ne sait toujours pas ce qu'il fait. Aux entreprises paniquées et Waouh, intéressant. et au gouvernement qui s'inquiète des Intéressant qu'on ne sache toujours pas. Excusez-moi. conséquences de l'attaque, ils répondent « Nous ne savons pas ». Parce que Stuxnet ne s'active pas tout seul. Pour une raison surprenante, le virus fait beaucoup de vérifications. Et si l'une d'elles n'est pas validée, il reste inerte. Et ça, c'est pas normal. Un virus classique, ça ne vérifie quasiment rien. Et ça tente d'infecter sans distinction un maximum de machines. Mais ça n'est pas le cas de Stuxnet. Le virus vérifie sur quel ordinateur il est tombé, et si un critère n'est pas validé, il restera dormant et se contentera de contaminer d'autres hôtes. Le but maintenant pour Symantec va être de comprendre pourquoi ces vérifications existent. Parce que le virus a besoin d'être sur une machine militaire qui est liée aux infrastructures nucléaires d'un pays. Et rien qu'en les étudiant, ils vont en tirer des indices décisifs. Dès son arrivée dans un nouvel hôte, Stuxnet vérifie si l'ordinateur en question est sous une version spécifique de Windows. Sinon, il ne s'active pas. Ensuite, il va vérifier si un certain mot de passe existe dans le registre. Si c'est le cas, il s'arrête aussitôt. On suppose que c'est un court-circuit. Un moyen courant pour les pirates de ne pas infecter leur propre machine par erreur. Sauf que ce mot de passe ressemble à une date, le 9 mai 1979. Et le 9 mai 1979, c'est l'exécution de Habib El Ghanian. Qu'on a encore le sauf que. Hein, ouais. Ça, un machin mot de passe, sauf que ce mot de passe, c'est une date. C'est le truc. Première victime juive du régime islamique iranien. Son exécution poussera 100 000 juifs à fuir le pays. C'est peut-être une coïncidence ou un leurre, ou peut-être pas. À partir de là, Stuxnet cherche des programmes bien spécifiques, des logiciels de Siemens. Ce sont des logiciels très particuliers qui permettent d'automatiser et de surveiller des machines industrielles. Et ça concerne de nombreux domaines, aéronautique, santé, transport, centrale électrique. Stuxnet ne s'active que sur des ordinateurs qui appartiennent aux industries les plus sensibles d'une nation. Stuxnet ajoute ensuite un autre critère encore plus sélectif. Il faut que l'ordinateur contrôle des PLC. Un Programmable Logic Controller, ou PLC, c'est un petit boîtier programmable qui permet de contrôler et de surveiller des machines industrielles. Ce qui est intéressant, c'est que là, il est en train de vous donner tous les critères d'activation ou de non-activation du virus, sachant que ce critère a été posé comme un truc intriguant. Genre, pourquoi est-ce que ce virus ne s'active pas? Bon, on sait que c'est parce que si on se fie à l'accroche de la vidéo, c'est en lien avec la capacité de riposte ou d'attaque nucléaire d'un pays. Mais en fait, tout est tellement fou dans ce script. En fait, j'ai pas grand-chose à dire sur le script parce que en fait, c'était juste enfin, je veux pas du tout avoir l'air de minimiser le travail de Michael et de What'Fail, hein, pas du tout. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout un travail de pré-mâchage. Ça sonne un peu péjoratif, mais je vais prendre mon propre cas parce que ça m'arrive de travailler sur des scripts très riches en informations et de devoir éluder des infos. Donc là, alors je peux pas vous dire, j'ai un exemple en tête, mais c'est un script qui n'est pas encore sorti.
pour un de mes clients, donc je peux pas vous dire le truc. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai livré un script qui faisait, de mémoire, je dirais 5800 mots, à peu près. C'est-à-dire une vidéo d'à peu près 25 minutes, selon la vitesse à laquelle la personne va lire le script. Mais en fait, sur ce script de 5800 mots, j'aurais pu faire quasiment le double par rapport au sujet que j'ai traité, à l'histoire que j'ai racontée, puisque c'était basé sur des faits réels, bien sûr. C'était une vidéo storytelling sur une vraie histoire de vraies personnes / entreprises, et voilà, je peux pas en dire plus. Ben en fait, c'était une histoire tellement riche que j'ai dû enlever des trucs. Ce qui est normal, parce que le deal avec le client, c'était pas de faire une vidéo de 40 minutes. Donc c'était normal de simplifier, en fait. Parce que il faut que pour le viewer, votre cerveau ne soit pas surchargé d'informations. Ce qui est normal. Et là-dessus, il y a une jauge qui est un peu subjective. Parce que des fois, vous avez une information, vous vous dites, ça fait une bonne punchline, ça peut être connecté à une métaphore impressionnante, donc c'est bon pour le storytelling, c'est bon pour faire ressentir des choses au viewer, ou c'est quand même important parce que ça a un impact sur le sujet dont on parle, et vous allez devoir choisir de garder ou pas garder. Et c'est un travail de pré-mâchage, je ne trouve pas de meilleur terme. C'est un travail de simplification pour que le viewer ne soit pas assommé par tout ce que vous lui dites. C'est pas forcément une question de durée de vidéo, hein. Ça peut être juste une question de densité d'information. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas l'impression, je ne connais pas les coulisses, je ne connais pas les documents de recherche qui doivent être très 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 denses, mais en fait, j'ai l'impression que le travail de simplification, de pré-mâchage, pour réduire la friction cognitive du viewer, le fait que vous vous dites c'est bien mais c'est un peu compliqué, là j'ai bossé toute la journée, je vais regarder une vidéo de MrBeast ou d'Amixem, parce qu'après tout c'est un peu MrBeast avec moins d'argent. En fait, pour pas que vous vous disiez ça et que vous abandonniez la vidéo, il faut rendre le truc simple. Et eux, en fait la vidéo elle est pas simple. Enfin je veux dire, clairement c'est hyper dense, il y a des couches et des couches et des caractéristiques et encore d'autres caractéristiques à expliquer. Et donc j'ai l'impression que leur travail de pré-mâchage, en fait, ça a été juste d'organiser. C'est pas tant qu'ils ont pas dit des choses, même si ils ont dû zapper, ils ont choisi de ne pas expliquer la ligne de code là avec le petit tiret, etc. Ils vous donnent le Stux, ils vous donnent le net, le XNet, etc. Mais ils vous montrent quelques exemples, ils vous expliquent que d'habitude les virus se prêtent des bouts, etc. Un peu comme des Lego ou des Transformers. Mais sur le virus lui-même et sur l'enquête elle-même et sur toute la technicité du virus, j'ai pas l'impression en fait qu'il simplifie grand-chose en termes de ne pas donner des infos. J'ai l'impression que par contre tout le travail, c'est la structuration qui a été fait pour que les informations arrivent au bon moment dans la narration. Puisque là, on est depuis tout à l'heure en train de vous expliquer, en fait, normalement, vous avez compris à ce stade que c'était pour cibler les infrastructures militaires. C'est comme dans un bon polar, dans un bon thriller. Vous pouvez viser deux réactions pour le spectateur. Soit à la fin, il se dit « Waouh, j'avais jamais vu ça venir », et ça peut être le cas d'un très bon film comme Seven, par exemple. Soit, et là c'est plus le cas des romans policiers à la Agatha Christie, le but, c'est que vous soyez surpris par la conclusion, par l'identité du coupable, mais que vous puissiez vous dire « Ah oui, c'est pour ça que dans telle scène, à 30 minutes de film, il avait dit telle remarque, etc. » Que vous ayez l'impression qu'en fait, vous aviez presque trouvé. Il y a ce jeu à faire sur est-ce que le viewer devine ou pas le truc. Et donc là, c'est un peu pareil. Soit vous êtes pris dans la narration, vous avez complètement oublié l'accroche avec l'équilibre de la terreur, mais vous commencez à vous dire, ça pourrait cibler des hôpitaux. Après, il parlait des infrastructures clés d'un pays, il parlait de Siemens, etc. Il parlait d'aéronautique, c'est pas forcément les sites de lancement de missiles, quoi. Soit vous vous rappelez, et moi je suis un peu biaisé parce que là je suis en mode analytique, mais soit vous vous rappelez qu'au départ on vous a parlé de l'équipe de la terreur, et que la catchline, le hook, c'était « Et s'il y avait un virus ?» Il a pas dit comme ça, mais « Et s'il y avait un autre moyen de déséquilibrer, de casser l'équilibre de la terreur en empêchant quelqu'un d'envoyer ses missiles ?» Vous savez qu'on parle de ça, en fait. Et donc le but, c'est de raccrocher les wagons.
la température d'un four, monitorer la vitesse de rotation d'une turbine, piloter un bras robotique, c'est à ça que servent les PLC. Pour un virus, la cible est déjà d'une précision troublante, mais ça n'est pas tout. Stuxnet ne se déclenche qu'en présence d'une configuration très spécifique. Exactement 6 groupes de 164 PLC. Si ce nombre précis n'est pas atteint, le virus reste inerte. Enfin, Stuxnet finit par une dernière vérification extrêmement déroutante. Tenez-vous bien, si le virus n'atteint pas sa cible avant le 24 juin 2012, il doit s'auto-détruire. Waouh! Encore des révélations et de la surenchère, c'est extraordinaire. Plus on en apprend sur le virus, plus on réalise la gravité de la situation. Donc, vous voyez, je vous disais, c'est une histoire de structurer les ingrédients. La date de péremption, ils auraient pu choisir de la mettre un peu plus tôt. Quand on vous explique à quel point voilà, il y a plein de payloads, etc. Quand on vous intrigue, ils auraient pu choisir, c'est très subjectif, de vous donner la date de péremption. Pour que vous disiez, ah mais du coup, il y a un événement précis, etc. Là, c'est très subjectif comme choix, mais c'est un exemple de choses qui peut être fait de plusieurs manières et qui, dans les deux cas, crée du suspense et entretient le suspense et entretient le truc de la surenchère. On se rend compte que le virus a une réelle mission qui semble concerner un domaine sensible mais encore inconnu. Et il doit l'effectuer avant une certaine date, sinon il s'auto-détruira. Ce qui n'existe pas. Bon allez, je vais me tenter un petit postulat. C'est le Mossad qui l'a fabriqué pour cibler les installations iraniennes. Un virus n'a normalement pas de mission aussi particulière et surtout pas dans un temps donné. La seule information qu'on a, c'est que quelque part, un certain groupe de hackers étatiques a investi des dizaines de milliers d'heures de travail, un arsenal de failles critiques sans précédent et des missions d'infiltration physique pour prendre le contrôle de petits boîtiers industriels. Et pas tous les boîtiers, uniquement 6 groupes de 164 boîtiers. Mais alors, quelle est la cible ? Pour le savoir, il peut être intéressant de regarder d'où la propagation a commencé. Quel est le foyer de l'épidémie ? Alors là, je vous parlais un peu plus tôt des gimmicks. Là, pour le savoir, il peut être intéressant. C'est très journalistique, c'est un peu neutre comme formulation. Il y a des gens qui auraient dit, pour le savoir, il faut se poser la question. Je me suis demandé, il y a le choix d'employer ou pas le passif en disant on plutôt que je, etc. Je relève juste ce point parce que c'est intéressant. Là, on est beaucoup plus superficiel, hein, comme remarque, on est sur justement le skin en fait, du script. Mais voilà, un exemple de personnalisation ou de non-personnalisation et de ton. Là, vous comprenez que chez Micode, le but, c'est d'avoir une certaine une classe, une crédibilité, puisque, en fait, Micode, c'est un média presque journalistique maintenant. Underscore, c'est une émission de télé. Pour moi, c'est un podcast, parce que je suis le genre de gars qui écoute ce support sur des applis de podcast de type Podcast Addict, mais c'est pas du tout comme ça que Micode le pense, hein. Je vous renvoie encore à son interview chez Jocaris qui était très intéressante, mais en l'occurrence c'est un média, enfin aujourd'hui Micode c'est une marque, Micode Underscore, voilà, c'est la chaîne de télé, dans le bon sens du terme télé, spécialisée sur la tech et la sécurité informatique. Les ordinateurs du monde entier ont beau avoir été infectés par Stuxnet, il y a un pays qui se démarque très clairement des autres, le pays duquel l'épidémie est probablement partie. Le pays qui devait être la cible des ingénieurs derrière l'opération. L'Iran. Nous sommes en novembre 2010, quasiment 6 mois dans l'enquête, et Symantec est dans une impasse. Ils ont compris que Stuxnet cible des PLC, probablement en Iran, mais il manque toujours la clé de ce mystère. À quoi sert-il exactement ? Jusque-là... Mais moi je veux savoir qui paye Symantec pour faire ses recherches du coup, parce qu'ils ont juste été alertés par le Biélorusse du début en fait. Qui finance ? Là, c'est encore une boîte noire, un danger dormant. Ils tentent de recréer artificiellement les conditions pour que Stuxnet s'active pour l'analyser, mais sans succès. Alors, ils partent. Notez que on est là, il y a un rebondissement sous la forme de tout simplement, on est bloqué. C'est un rebondissement narratif. C'est-à-dire que Symantec a trouvé tout ce qu'on vous a dit et qui sert à faire monter la hype parce que c'est vraiment un virus de ouf. Mais par contre, là, ils sont au point mort. Partagent leurs différentes avancées sur les forums et les réseaux de cybersécurité du monde entier. Quand un beau jour, depuis les Pays-Bas, un expert en système de contrôle industriel va débloquer l'enquête. Dans leur recherche, les chercheurs de Symantec étaient tombés de nombreuses fois sur une valeur. Cette valeur, elle apparaît comme ça, dans une vérification, mais elle n'est liée à rien. C'est ce qu'on appelle
un magic number, un nombre qui paraît tomber du ciel. Sauf que ce que cet utilisateur néerlandais découvre, c'est que ce magic number ne tombe pas du ciel. Il permet de vérifier l'identifiant du boîtier industriel. Les boîtiers de contrôle existent en de nombreuses variantes, chacun avec sa fonction spécifique. Stuxnet ne s'intéressait qu'à un seul modèle identifiable par un numéro unique, un contrôleur de fréquence. Et le contrôleur en question est fabriqué par un industriel iranien qui fournit des usines d'enrichissement d'uranium en Iran. Elle est là, la preuve que Stuxnet veut attaquer l'Iran. En fait, depuis quelques années, le programme nucléaire iranien suscite l'hostilité de tous les pays occidentaux. Explosions inexpliquées de gazoducs, sanctions économiques, assassinats d'ingénieurs du nucléaire. Ce programme a une histoire particulière. Lancé dans les années 70 avec l'aide des États-Unis, il est brutalement interrompu par la révolution islamique. Quand il refait surface dans les années 2000, cette fois avec le soutien de la Russie, une question inquiète tout le monde. L'Iran cherche-t-il à construire des centrales électriques ou des bombes atomiques? Pour vous, ce serait Les deux. normal, pour l'Allemagne fédérale, ce serait normal, pour l'Angleterre, ce serait normal. Et pour l'Iran, le simple principe de se défendre ou de défendre ses intérêts devient un problème et que pour les autres, c'est tout à fait normal. Au cœur de cette inquiétude se trouve le processus d'enrichissement de l'uranium, l'étape cruciale qui permet de transformer l'uranium en combustible, que ce soit pour produire de l'énergie ou des armes nucléaires. C'est pas une étape facile parce que, à l'état naturel, l'uranium contient principalement 2 isotopes. Ce qui est très intéressant, c'est que là, alors, à moins qu'il y ait que la technicité sur l'enrichissement d'uranium, etc., serve à quelque chose, ce qu'on appelle un setup payoff. C'est-à-dire, on t'explique toute cette complexité pour te dire que du coup, il y a telle pièce qu'il faut à tout prix et que le seul fabricant de cette pièce, c'est Siemens, etc. Ils n'étaient pas obligés de rentrer dans le détail de l'enrichissement d'uranium ou on se pose des questions sur l'Iran, etc. Enfin, tout le monde sait que le programme de l'Iran, il a double vocation pour des raisons. Je ne voudrais pas transformer cette vidéo de réaction analytique en vidéo politique, mais en fait, pourquoi il n'y a qu'une dizaine d'États dans le monde qui ont la bombe de façon plus ou moins légale, etc. Pourquoi la Malaisie n'est pas un pays digne d'avoir la bombe alors que la Russie de Poutine est digne de l'avoir? Vous voyez ce que je veux dire? Donc du point de vue des petits pays ou des pays de moyenne importance économico-militaire, etc., il y a un 2 poids 2 mesures. C'est un petit peu comme quand les grandes puissances européennes et ce qu'on appelle l'Occident, quoi, l'Europe et les États-Unis et l'Australie qui fait « Coucou, je veux être sur la photo », reprochent à la Chine de polluer. La Chine pollue parce qu'elle a 1 milliard d'habitants et qu'elle est partie d'un état de tiers-mondisme total pour rattraper l'Occident. C'est normal qu'elle pollue beaucoup, en fait. De même que nous, occidentaux, avons beaucoup pollué. C'est un problème, mais c'est un peu le mec qui est assis sur sa montagne de déchets et qui dit à quelqu'un qui est en train de faire sa propre montagne « Tu n'as pas le droit, c'est pas bien ». Bref, je suis intéressé de voir, on est à 27 minutes de vidéo, il reste un quart d'heure de vidéo. Ils auraient pu choisir d'élaguer plus ou moins certaines parties sur l'Iran. Je dis pas que c'est pas bien. Je vous fais remarquer que c'est un choix, là encore, subjectif, de donner du contexte géopolitique aux viewers. C'est un choix intéressant parce que la chaîne de Micode n'est pas forcément censée aller à ce point-là sur ces sujets-là. C'est pas son cœur de cible, même si quand tu parles de sécurité informatique, tu vas forcément être amené à un moment à parler de hackers coréens, de hackers chinois, de hackers russes, etc. Donc tu peux être amené à parler de questions de géopolitique. Mais je pense qu'ils l'ont fait pour rester dans leur positionnement de « on est une chaîne de vulgarisation ». Donc au passage, vous êtes resté sur tout un tas de complexités liées au code, etc., à l'aspect pour lequel on connaît Micode. Allons-y au passage, soyons généreux sur le contexte géopolitique et historique, et les gens en sortiront édifiés, dans le bon sens du terme. L'uranium-238 et l'uranium-235. Seul le second est utilisable pour la réaction nucléaire. On dit qu'il est fissile. Pour séparer les deux et augmenter la concentration d'uranium fissile, on va les faire passer dans des centrifugeuses qui tournent très vite à plus de 1000 tours à la seconde. L'uranium-235, plus léger, va rester près du centre, tandis que l'autre type d'uranium, qui est plus lourd, va être éjecté vers l'extérieur, comme dans une essoreuse à salade. On répète cette opération un très grand nombre de fois avec...
Voilà, une image simple qui parle à tout le monde, très bien, et qui fait sourire. Plein de centrifugeuses afin d'enrichir l'uranium au maximum. Maintenant, si on s'intéresse aux capacités d'enrichissement iraniennes, ils ont créé un méga complexe qui s'appelle l'usine de Natanz et qui utilise pas moins de 164 centrifugeuses. Il y en a 6 groupes. Chacune de ces centrifugeuses est contrôlée par un boîtier. Il y a donc 6 groupes de 164 boîtiers. C'est ça que Stuxnet essaye d'attaquer. Les centrifugeuses du complexe d'enrichissement d'uranium de Natanz en Iran. Mais du coup, si on n'a pas... Si on n'a pas parce que c'est que du nucléaire civil, j'ai loupé un épisode. Alors imaginons que Stuxnet parvienne effectivement à atteindre Natanz. Il reste une question qui ne va absolument pas de soi. Qu'est-il possible de faire en contrôlant des centrifugeuses? Les empêcher de fonctionner? Comment un logiciel qui contrôle des PLC peut-il nuire à une usine d'enrichissement en uranium? Yes, en fait, ça continue en fait, de redonner du mystère. Parce que ça pourrait s'arrêter là, en fait. Ok, donc c'est un virus, machin, et on passe à ce qu'on appelle l'aftermath, quoi. C'est-à-dire, je suppose qu'une fois qu'on a su la cible, on a su le commanditaire, ça serait ça la vraie question, plutôt que de se demander comment ça pourrait fonctionner. Mais ils choisissent aussi d'y aller, parce qu'en fait, je suppose qu'il y a encore un truc qui est impressionnant à révéler, par exemple que ça peut faire exploser des centrifugeuses, etc. Et donc c'est encore plus un virus super flippant, etc. Pour le savoir, Symantec s'est procuré le même modèle de contrôleur de fréquence utilisé par l'usine de Natanz. Ils ont connecté le contrôleur à un petit ventilateur qui va juste gonfler un ballon. Rien à voir avec l'enrichissement d'uranium, mais c'est simplement pour comprendre le fonctionnement du contrôleur de fréquence. Ils le programment pour qu'il gonfle le ballon pendant 5 secondes. Et le ballon gonfle et s'arrête. Le contrôleur donne des mesures cohérentes. Jusqu'ici, tout va bien. C'est dans la deuxième partie de l'expérience que ça devient intéressant. So now what we're going to do is we're going to infect the PLC. Et là, le ballon gonfle. Il gonfle. Sauf qu'après 5 secondes, le ballon continue de gonfler jusqu'à ce que le ballon explose. Plus bouleversant encore, les mesures affichées par le contrôleur restent les mêmes que lors de l'essai précédent. Maintenant, sortons du cadre de l'expérience avec le ballon et imaginez ce que ça pourrait faire à des centrifugeuses remplies d'uranium. Je vais me répéter, mais l'intérêt d'avoir bien choisi le sujet, parce que là, vous avez basiquement un truc super visuel avec le ballon de Vaudruche qui a été fait par les gens qui menaient la vraie enquête. Et donc, il n'y a plus qu'à le reprendre. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait fallu expliquer que si vraiment la finalité du virus, c'est par exemple de faire tourner les centrifugeuses trop fort, il aurait fallu faire un schéma ou faire du motion design et montrer un ballon de baudruche qui explose, etc. Ça serait moins parlant que d'avoir l'expérience fait en vrai, quoi. Ce que les ingénieurs ont découvert avec Stuxnet, c'est un virus capable de créer pour la première fois des dégâts physiques. C'est la première démonstration d'une attaque informatique qui, en ciblant de l'équipement industriel, pourrait théoriquement causer la mort, automatiquement. Ce qu'ils ont découvert, c'est la première cyberarme. Il faut réaliser le poids de cette découverte. Ce qui était donc le fameux titre, un des anciens titres de la vidéo, la première cyberarme. J'avais dit la première arme tech, mais c'est peut-être la première cyberarme de l'histoire, effectivement, le titre en question. En particulier dans le contexte de cette époque. Avant 2010, la plupart des attaques informatiques sont issues de pirates solitaires ou de groupes cybercriminels. Ils ne sont ni très sophistiqués, ni très organisés, et leur motivation est quasi exclusivement de gagner de l'argent. L'idée qu'un État puisse orchestrer une attaque informatique ne va pas du tout de soi. Alors qu'un État ait développé lui-même un malware pour attaquer une infrastructure nucléaire, ça fait beaucoup. Ça explique pourquoi, au moment où Symantec publie ses conclusions, certains journalistes n'y croient pas. Le mythe de la cyberguerre mondiale, une affaire trop belle pour être vraie, un fantasme du complot. Et on peut comprendre ces doutes. Si on suppose que Stuxnet peut saboter des centrifugeuses, une question cruciale reste sans réponse. Comment est-il entré dans la centrale? Natanz n'est pas une simple usine, c'est une forteresse moderne, un site... C'est intéressant. Là encore, ils auraient juste pu dire c'est la première fois dans l'histoire qu'on a donc une cyberarme, sans mentionner le scepticisme des médias. Et en fait, on le mentionne parce que ça rajoute, ça donne du poids au fait de dire c'est la première arme. Genre, on n'est pas juste en train de vous affirmer, ok, c'est la première cyberarme de l'histoire, point. Et donc, comment ça marche, et est-ce que ça ferait exploser des centrales, etc. Non, c'est la première cyberarme de l'histoire, et c'est tellement révolutionnaire qu'il existe une vraie cyberarme qui puisse faire des dommages physiques, que même des médias sérieux, plus ou moins sérieux,
comme Slate, n'y croit pas. Militaire ultra protégé, coupé d'internet, gardé par l'artillerie et l'aviation. Rien n'y entre par hasard. Chaque badge, chaque visiteur, chaque colis est contrôlé, vérifié, authentifié. Les chercheurs seraient peut-être restés dans l'impasse si le virus lui-même ne leur avait pas livré un indice crucial. Il contenait un système d'historique. Ce que les chercheurs ont découvert dans Stuxnet, c'est un journal de bord, un fichier de log chiffré dans lequel le virus écrit ses moindres faits et gestes. Ce fichier, il le transporte avec lui quand il se déplace de victime en victime. S'il tombe sur un ordinateur déjà infecté, il remplace son fichier de log pour qu'il soit le plus à jour possible. Alors ça, typiquement, c'est une info qu'on devrait connaître depuis un certain temps, vu tout ce que Symantec a cherché. Et là, je pense qu'ils l'ont gardé pour la fin. Parce que ce truc de système de journal de bord, on aurait dû le trouver assez tôt, quand on trouve les payloads, etc. Donc là, je soupçonne que là encore, c'est un choix narratif d'avoir gardé cette information pour la fin, puisque c'est ce qui va permettre de remonter à la source. Ce qui n'est pas très malin, du coup, pour les pirates, enfin, l'État pirate. Ce fichier décrit avec une grande précision la chronologie des infections d'une souche, le chemin exact par lequel elle est passée. C'est une véritable mine d'or d'informations. Et la bonne nouvelle, c'est que les ingénieurs de chez Symantec vont réussir à décrypter ces fichiers de log. Avec les millions d'échantillons de Stuxnet qu'ils ont récupérés autour du monde, ça va leur donner une matière formidable pour mieux analyser et comprendre l'histoire du virus. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est l'histoire d'une souche. Chaque nœud du graphe est une victime. Les lignes droites correspondent à des LAN où chacune des machines ont été contaminées, jusqu'à ce que le vert parvienne à atteindre un autre réseau. Et ce qui est bien avec ce graphe, c'est que d'où qu'on parte, si on remonte le fil, on tombe sur un même nœud, le patient 0. La première machine infectée par Stuxnet le 23 juin 2009 à 4h40. Ce qui est dingue, c'est qu'on a aussi la date où l'échantillon Le monteur a dû s'arracher les cheveux, hein, je le répète, mais c'est du super boulot, quoi. a été créé. Et entre le moment où le développeur de Stuxnet a cliqué sur compiler et le moment de l'infection originelle, il s'est produit seulement 12 heures. En combinant les graphes de tous les échantillons, Symantec va en fait arriver à la conclusion qu'il n'y a pas exactement un patient 0, mais qu'il y en a 5. 5 ordinateurs qui n'ont pu être infectés que d'une seule manière, volontairement. Parce qu'évidemment, l'usine ne peut pas tourner sans matériaux ni mise à jour du code pour faire fonctionner leur centrifugeuse. Le plan, c'était probablement qu'en infectant les fournisseurs, on finirait forcément par infecter l'ordinateur responsable des mises à jour de l'usine. La mise à jour serait ensuite transportée par une clé USB, qui elle aussi serait instantanément infectée, puis passerait toutes les sécurités de l'usine, physiques et virtuelles, contaminerait les réseaux de l'usine, pour enfin atteindre la cible finale, l'ordinateur de contrôle des centrifugeuses. Plan magnifique. Je sais même pas comment on a des photos satellites d'une installation nucléaire iranienne, mais passons. Mais à ce stade de l'histoire, si vous avez déjà travaillé dans le nucléaire, quelque chose devrait sérieusement vous chiffonner. Dans ces usines, on manipule de l'uranium à très grande vitesse. Sans même imaginer l'hypothèse d'un virus, c'est un processus hautement périlleux qui justifie d'avoir des plans de secours, des garde-fous pour réagir aux incidents. Dans la salle de contrôle, des opérateurs iraniens veillent constamment pour détecter la moindre anomalie. Grâce à des écrans de monitoring, ils suivent en temps réel les données des centrifugeuses reçues par le logiciel SCADA. Si le moindre problème apparaît, ils ont un bouton d'arrêt d'urgence qui permet de tout interrompre avant que le matériel soit endommagé. Donc, quand bien même le malware parviendrait à atteindre les centrifugeuses, il n'y ferait pas long feu. Mais il semblerait que les cerveaux de l'opération aient trouvé un moyen diabolique de lever cet obstacle. Une fois que Stuxnet a atteint sa cible, Ce qui est intéressant, c'est que là encore, ils auraient pu choisir de ne pas mentionner ça et dire simplement, bah voilà, ça fait accélérer les centrifugeuses qui du coup finissent par exploser, etc. Ils sont super pointus et super précis sur le script, c'est super cool. il reste dormant, comme les pires virus biologiques, et ce pendant 13 jours. Il évite ainsi les soupçons, s'assure que les centrifugeuses sont bien remplies d'uranium, mais surtout, ce laps de temps lui permet de réaliser un enregistrement. Il stocke toutes les données reçues par le logiciel SCADA. Ainsi, après 13 jours, quand Stuxnet passe à l'attaque, il prend le contrôle du flux de statistiques pour rediffuser son enregistrement, en boucle. Les opérateurs dans la salle ne devraient voir sur leur écran aucune anomalie, alors qu'en arrière-plan, le virus commence sa vilaine besogne. D'où le truc avec le ballon de baudruche où les résultats restaient les mêmes. Les résultats affichés à l'écran restaient les mêmes. Il va se mettre à changer la fréquence de rotation des centrifugeuses. Si à la base elles tournent à 1000 Hz, donc à 1000 tours par seconde, Stuxnet les accélère jusqu'à la limite mécanique de ce que les rotors en aluminium peuvent supporter. Une fois cette vitesse atteinte, il va à l'inverse les ralentir subitement pour déclencher de violentes vibrations. Ces changements abrupts de vitesse de rotation rendent non seulement l'enrichissement de l'uranium bien moins productif, mais surtout, ils ravagent les centrifugeuses. Parce que Stuxnet est bien plus malsain qu'on peut le croire. Il vise des fréquences précises qui vont faire entrer les centrifugeuses
en résonance. Leur structure même va vibrer jusqu'à les endommager, voire les détruire. Ce processus devrait a priori faire un boucan assourdissant, un concert de grincements et de vibrations qui font le bruit d'un moteur d'avion. On suppose qu'à cet instant, les ingénieurs paniqués iraient désespérément écraser le bouton d'arrêt d'urgence. Mais ils constateraient alors avec horreur qu'il ne produit plus rien. Car ce scénario aussi a été prévu. En arrière-plan, Stuxnet est fait pour intercepter cette requête. Elle n'arrive jamais à Waouh, typiquement, c'est ce que je vous disais. Là, il dit « Ah, mais dans les centrales, on manipule de l'uranium, etc. Donc, il y a un bouton d'arrêt d'urgence. » Il aurait juste pu dire « Bah, en fait, mais Stuxnet, il est codé pour empêcher que ça marche, en fait, pour désactiver l'arrêt d'urgence. » Après, pourquoi se priver d'un détail aussi succulent que l'histoire de l'accélération progressive des centrifugeuses et de leur arrêt avec des fréquences calculées pour maximiser la vibration et les dommages? C'est beau quand même, hein. Faut pas admirer un travail qui est quand même conçu pour être un virus, mais en fait, je trouve qu'on est sur du wow effect. Là encore, je répète, ils ont très bien choisi le sujet et ils le traitent très bien. Mais du coup, c'est comme... je vais encore prendre l'exemple de la vidéo de Feldup sur This House Has People in It. Vidéo dont le sujet était très bien choisi parce que This House Has People in It, donc qui est un mode de Doom, est tellement une œuvre d'art, une masterclass, si vous voulez, en elle-même, qu'au fur et à mesure que Feldup s'enfonce dans le terrain du lapin et explore et nous révèle des choses sur This House Has People in It, on est sidéré. Ça n'enlève rien à la qualité de la vidéo, mais en fait, le sujet lui-même porte ce wow effect, ce truc d'émerveillement, en tout cas qui va vous laisser bouche bée. Et en fait, ça, c'est une vidéo vraiment excellente, parce que plus on en apprend, plus on est sidéré, parce que le sujet est très bien choisi et qu'il est très très riche. Je serais vraiment à parler avec This House Has People in It. Ce wow effect, c'est un truc que je dis souvent, mais je le répète, on peut l'atteindre aussi dans les vidéos non scriptées. Enfin, non scriptées, avec des pincettes, mais MrBeast essaye de faire du wow effect sur la débauche de moyens et sur le fait que chacune de ses vidéos lui coûte des millions de dollars. Voilà. Destination. On peut s'imaginer la position horrible qu'auraient alors les ingénieurs. Ils verraient leur panneau de contrôle parfaitement fonctionnel et des centrifugeuses qui s'endommagent. La seule conclusion possible serait que l'erreur venait d'eux et de la fabrication des centrifugeuses, certainement pas d'un virus. Ils travailleraient d'arrache-pied pour comprendre ce qui ne va pas dans ce qu'ils font, perdraient un temps précieux et la confiance de leur gouvernement. Ça, en tout cas, c'était le plan. Maintenant, avec quelques années de recul, on sait ce qui s'est passé. En s'appuyant sur les taux de défection des centrifugeuses en Iran, les chercheurs ont conclu, avec une quasi-certitude, qu'il a marché. Stuxnet est bel et bien parvenu à infecter l'ordinateur de contrôle des centrifugeuses. On estime qu'il aura détruit près d'un cinquième des centrifugeuses de Natanz, causé plusieurs interruptions dans la production et ralenti le programme nucléaire iranien d'au moins une année. Alors, qui l'a fait ? Qui sont les coupables ? Et bah, c'est là que ça devient vraiment compliqué, parce que vous vous doutez bien que personne, et encore moins un État, ne va publiquement déclarer qu'il a créé un malware aussi dangereux et en dehors du droit. Mais depuis le temps, suffisamment d'informations et de témoignages ont fuité pour établir avec une certaine assurance l'identité des commanditaires. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël. Ce sont eux derrière le virus. 3 nations qui ont la bombe nucléaire et qui ne veulent absolument pas qu'une telle arme puisse arriver dans les mains d'un ennemi. Bon, je vous l'avais dit, hein, Israël, c'était un peu prévisible parce que rien que le mot de passe. Voilà, mais j'aurais pas pensé que les États-Unis et que l'Angleterre se seraient joints à eux. Je note qu'on est à 4 minutes de la fin de la vidéo de Micode. Je vais en profiter pour vous parler du sponsor de cette réaction qui s'appelle Frédéric Garcia. Et oui, la vidéo n'est pas monétisée, mais il y a 2 choses que vous pouvez faire. La première, c'est laisser un super like éventuellement si vous avez trouvé que cette vidéo était enrichissante et si ça vous a aidé à mieux appréhender l'écriture du script YouTube. Je trouve que j'ai pas beaucoup parlé pendant la vidéo. Bon, donc c'est pas... voilà. Franchement, le super like, c'est vraiment en notion. Par contre, si vous êtes créateur et que vous cherchez un auteur pour votre chaîne, contactez-moi sur LinkedIn. Voilà, c'est la fin du sponsoring. C'était court, hein. Les sanctions politiques et économiques contre l'Iran semblant insuffisantes, ils ont imaginé cette solution détournée qui ne laisse pas de traces visibles et qui ne passe pas pour une déclaration de guerre. C'est ainsi qu'a été lancé le projet Olympic Games, une mission qui devait durer jusqu'au 24 juin 2012, quelques mois avant la fin du mandat de Barack Obama. 2 ans pour permettre au virus d'atteindre sa cible tout en limitant les dégâts collatéraux. La cyberarme a réussi sa mission. Pénétrer l'un des endroits les plus gardés et perturber le programme nucléaire d'un pays tout entier. Mais ce faisant, ils ont commis une erreur.
Ils ont complètement Ok, il y a encore un twist. perdu le contrôle de leur monstre. En 2011, c'est la question qui obsède les journalistes. Comment des services d'espionnage avec les moyens des Occidentaux ont-ils fini avec un botnet de 100 000 machines? Techniquement, ils ont ainsi attaqué illégalement de nombreuses entreprises, y compris chez leurs alliés. Qu'est-ce qui a merdé? En fait, c'est au sein La question c'est, est-ce que ça a attaqué des usines d'enrichissement d'uranium qui étaient parmi les pays qui ont légalement le droit d'avoir la bombe? Parce que vu que sinon le truc est inoffensif, des services secrets israéliens que se trouve l'explication. Si le code d'origine a été conçu par la NSA, c'est le Mossad qui était visiblement chargé d'infiltrer le virus à Natanz, et il subissait de fortes pressions. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, aurait exigé des avancées concrètes, et les Israéliens un grand philanthrope. semblent avoir agi dans l'urgence. Ils ont modifié le code d'origine conçu par les Américains pour le rendre beaucoup plus agressif. C'est là qu'ils ont ajouté leur arsenal de Zero Days. Et en 2010, sans même prévenir leurs partenaires, ils ont lancé leur version du virus. Cette précipitation a été désastreuse car à cette étape, un bug a probablement été introduit. Cette version, censée être invisible, éteignait désormais aléatoirement les ordinateurs qu'elle infectait. Waouh. Dans leur empressement, les Israéliens ont ouvert une véritable boîte de Pandore. Au début, dans le premier tiers de la vidéo, Micode nous a dit que ce virus n'avait pas de bug. Attention. Et contaminé le monde entier avec un virus buggé. L'ironie, c'est qu'il n'a même pas vraiment rempli sa mission. Le programme Donc en fait, il était buggé. Vous voyez, typiquement, on vous dit tous les virus ont un bug, mais là, personne n'en a trouvé, pour qu'en fait, on vous dise que si en fait il y avait un bug, ce qui n'est pas grave, parce que c'est on va appeler ça la licentia poetica, pour structurer l'histoire, c'est plus simple de procéder comme ça. Voilà. Surtout que c'est une modification du code source, donc bon. Peut-être que le code source original n'était pas buggé, on peut jouer sur les mots. nucléaire iranien, après un bon nettoyage, a repris de plus belle. Et puis, Stuxnet s'est retourné contre ses créateurs. Parmi les victimes, on trouve de nombreux ordinateurs américains, européens et israéliens. Des gigantesques moyens publics et Ah oui, même israéliens, quoi. Donc vraiment, les mecs se sont tirés une balle dans le pied, quoi. privés ont été mis en place pour se protéger sans que les services secrets de ces pays puissent intervenir. Mais surtout, en découvrant le virus et leurs commanditaires, ça n'a qu'aggravé l'animosité préexistante entre Téhéran et Washington. D'après le directeur exécutif du conseil américano-iranien, de nombreux jeunes ont été motivés à s'enrôler à cause de Stuxnet, créant l'une des plus grandes cyberarmées du monde. Donc Stuxnet est au final un échec, mais il aura fait basculer le monde dans une nouvelle ère. C'est la première cyberarme. Et si les guerres et les armes physiques sont régulées par des traités internationaux, ça n'est pas le cas pour le monde numérique. Les États savent désormais qu'ils ont dans leur arsenal un instrument sans signature qui peut faire plus de dommages qu'une bombe. Ils peuvent arrêter des hôpitaux, créer des pannes d'électricité et paralyser les économies. En 2013, lorsque Snowden a diffusé de nombreux fichiers provenant des services secrets, l'un d'entre eux était particulièrement intéressant. Vous avez remarqué aussi, on a encore changé de musique. C'est la musique de la conclusion, qui fait un petit peu penser à The Social Network. Il y a cette même vibe, en fait. Sachant que ce sont des musiques qui viennent, je pense, d'Epidemic Sound. Non, c'est pas précisé. Ok, on connaîtra pas la source des musiques. Ok. Il décrit la doctrine de l'État américain sur les attaques informatiques et révèle que toute cyberattaque doit être commanditée et approuvée par le président des États-Unis. Une des seules choses qui a ce statut, l'utilisation d'une bombe nucléaire. Ah, c'est cool, ils ont mis What the Fail au générique. Très très stylé. Très très stylé. Bon, écoutez, hein, c'était une très très grosse vidéo, très très bien écrite. Le style, je trouve que Micode a un style qui est un peu impersonnel. Je parle de ses tournures de phrases. Je vous l'avais fait remarquer en milieu de vidéo. Comme il essaye d'avoir cette aura très très propre, parce que je ne l'ai pas précisé, mais en fait, un des gros credos de Micode, c'est de faire via underscore, c'est de faire ce qu'on appelle de la marque employeur. C'est-à-dire qu'en gros, certains de ces placements de produits, c'est pas pour vous vendre un produit, vous, que vous allez acheter. C'est pas pour vendre des displays ou des NordVPN. C'est pour vous donner envie à ceux d'entre vous qui sont dans le dev, qui sont dans la cybersécurité, etc., d'aller travailler pour des boîtes. C'est dans ce sens-là qu'on parle de marque employeur. C'est la marque d'une boîte. Si je vous dis Coca-Cola, marque employeur, c'est est-ce que vous avez envie d'aller travailler chez Coca-Cola ? Donc c'est normal aussi que sa chaîne ait un côté un peu plus lisse, plus léché. Il n'y a pas de gros mots. En 41 minutes de vidéo, il n'y a aucun juron. Moi, je crois que j'ai déjà juré 3-4 fois
en enregistrant, etc. On n'est pas chez Joueur du Grenier, en gros. Mais ce côté légèrement impersonnel, il est compensé par la... Déjà, il a une présence, il s'exprime très bien, il a sa marque à lui. Micode, aujourd'hui, c'est une marque. Chaîne 1 400 000 abonnés, sans faire de short, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier, parce que... Sans faire de short. Voilà, la qualité est au rendez-vous. Non pas que les shorts soient toujours mauvais, hein, c'est pas ce que je dis, mais très important quand vous faites aussi votre veille concurrentielle, ou pas concurrentielle, mais disons votre veille sur l'écosystème YouTube. Aujourd'hui, on a ce que j'appelle des faux positifs, parce que vous tombez sur une chaîne qui a 1,4 million d'abonnés, et vous allez voir en fait que ces vidéos longues font 30 000 vues, ce qui est une très mauvaise performance. On n'imagine pas une vidéo de Micode faire 30 000 vues. Si je vais voir sur les dernières qu'il a sorties, qu'est-ce qu'on a? 1,6 million, 1,6 million, 1,8 million, 1,9 million, 2,7 millions, 1,5 million, etc. Si demain il sort une vidéo à 30 000 vues, il y a des oreilles qui vont siffler dans ses bureaux, quoi. Mais par contre, il y a des chaînes pour qui c'est tout à fait habituel d'avoir 1,4 million abonnés et de ne faire que 30 000 vues à cause des shorts. Je ne rentre pas dans tous les détails, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'affichera peut-être quelque part à l'écran d'ailleurs, si vous n'utilisez pas cette magnifique extension qui s'appelle Unhook et qui permet de bloquer les vidéos suggérées. Bref, donc Micode, grosse marque, etc., grosse aura, public fidèle, chaîne très bien construite, avec un positionnement bien construit, avec une construction d'audience bien construite. Voilà, donc quand je dis qu'il s'exprime de façon un peu impersonnelle, c'est pas du tout une critique, hein, c'est un constat. Écrire pour Micode, c'est écrire aussi avec des termes très neutres, sauf par exemple sur les métaphores, la baudruche, les sauces à salade, etc. Mais il n'y a pas de gimmick langagier particulier. Mais sacré, je vais pas dire masterclass parce que tout le monde répète ça à tout bout de champ, sujet très très intéressant. Petite conclusion ironique, il arrive en plus à être neutre, à pas prendre parti sur les questions entre l'Iran, Israël, etc. Ce qui n'est pas évident quand on traite de ce genre de sujet. C'est très neutre, c'est très détaché, c'est très factuel, mais c'est très bien raconté, il fait super bien son build-up. Très très beau boulot, hein. D'ailleurs, je crois qu'un des commentaires que j'ai vu passer, on a Wattefeld bien sûr, qui vient commenter. Tu peux être content effectivement. Et j'avais vu quelqu'un qui disait je me disais aussi que c'était mieux écrit que d'habitude, parce que pas très sympa pour les autres auteurs d'ailleurs. Là encore, je pense que c'est pas que une question d'écriture, c'est surtout une question de sujet bien choisi. Si vous choisissez un très bon sujet, ça sera plus facile pour vous d'écrire, et surtout vous aurez potentiellement les vues qui vont avec, parce qu'il y aura un angle, il y aura une accroche, il y aura un twist, il y aura un paradoxe, ou il y aura une promesse forte. Bref, j'arrête de digresser. J'espère que cette réaction analytique vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Normalement, la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne ne sera pas une réaction analytique, ce sera une vidéo scriptée. Voilà, je n'en dis pas plus, et je vous dis à très bientôt, et bon courage si vous développez votre chaîne YouTube. N'oubliez pas qu'il existe des gens dont c'est le métier de vous accompagner. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.